Hello lovely people, ce vendredi 12 juin 2026, le Sahel impose encore son tempo. Au Mali, une décision sécuritaire majeure divise le pays entre nécessité de guerre et réalité du quotidien rural. Les motos interdites au Mali, une mesure sécuritaire aux effets très inégaux sur le terrain, c'est notre grand sujet du jour. Et depuis Niamey, la RTN parle à son peuple en Tubu, en Haoussa, en Tagdal. Trois langues, une seule souveraineté, nous y reviendrons. 12 minutes avec vous. Commençons par le Mali. Le 3 juin 2026, le gouvernement malien prend une décision forte. Les motos de 125 et 100 kA 3 et plus sont désormais interdites en dehors des grandes villes. La raison invoquée est claire, les impératifs sécuritaires actuels. Pourquoi les motos? Dans le Sahel en guerre contre les groupes terroristes, les engins à deux roues sont devenus l'une des armes logistiques préférées des djihadistes du JNIM et de l'EIGS. Rapides, discrets, difficiles à tracer. Le raisonnement du gouvernement de transition est donc militairement cohérent. Contrôler la mobilité, c'est compliquer les déplacements des groupes armés terroristes entre les zones rurales et les centres urbains. Mais sur le terrain, la réalité est plus complexe. Près de 10 jours après l'entrée en vigueur de la mesure, RFI rapporte que son application est très disparate à travers le pays. Dans certaines zones, les forces de sécurité appliquent strictement l'interdiction. Dans d'autres, les motos circulent librement comme si la mesure n'existait pas. Cette disparité crée une confusion réelle dans les populations. Et les réactions sont fortes, ces véhicules sont devenus incontournables, notamment en zone rurale. Pour un agriculteur de Mopti ou de Ségou, la moto n'est pas un luxe, c'est le seul moyen d'aller au marché, d'amener un enfant malade au dispensaire, de transporter sa récolte. C'est là que se noue la tension centrale de cette mesure. D'un côté, un impératif de guerre réel. De l'autre, une économie rurale qui repose sur ces engins. Le gouvernement de transition est face à un défi de gouvernance difficile. Ce qu'il faut comprendre, cette décision s'inscrit dans un contexte de guerre totale contre les groupes terroristes. Des pays comme le Mali n'ont pas le luxe de choisir entre sécurité et confort. Ils doivent gagner une guerre existentielle. Mais l'efficacité d'une mesure sécuritaire dépend aussi de son application uniforme. Une interdiction appliquée à géométrie variable peut créer des zones grises que les groupes terroristes savent exploiter. Le 10 juin, le ministère des Transports malien franchit une nouvelle étape. Il annonce une opération spéciale à partir du lundi 15 juin. Tous les engins à 2 ou 3 roues circulant sans plaque réglementaire devront s'immatriculer. Cette opération d'immatriculation est en réalité un double mouvement. D'abord tracer les véhicules qui circulent, ensuite mieux contrôler qui roule et où. C'est une logique de renseignement territorial appliquée à la mobilité civile. Ce que la presse française tend à présenter comme une mesure brutale est aussi une réponse à une réalité que les Maliens vivent. Les attaques terroristes sur moto ont fait des centaines de morts dans les villages du centre et du nord du pays. RFI présente la mesure sous l'angle des réactions négatives. Le gouvernement malien, lui, la présente comme une nécessité de survie nationale. Les deux lectures coexistent, et c'est le peuple malien qui vit entre les deux. Pour les populations rurales, la question reste entière. Comment se déplacer? Comment commercer? Comment vivre? Si la moto est interdite et qu'aucune alternative de transport n'est proposée dans les mêmes délais. Le gouvernement de transition malien a devant lui un défi de communication et d'accompagnement. La mesure peut être juste dans son principe. Elle doit être appliquée uniformément et accompagnée pour être acceptée. À partir du 15 juin, l'opération spéciale d'immatriculation dira beaucoup sur la capacité réelle du gouvernement malien à faire appliquer ses décisions de façon cohérente sur l'ensemble du territoire. Nous suivrons. Le Sahel en guerre contre le terrorisme ne peut pas se permettre de demi-mesures, mais il ne peut pas non plus se permettre de perdre la confiance de ses populations rurales, qui sont aussi sa première ligne de renseignement contre les groupes djihadistes. C'est tout le paradoxe de cette mesure. Pour gagner la guerre, il faut l'appui du peuple, et pour garder l'appui du peuple, il faut ne pas l'étrangler économiquement. Nous suivrons de près l'évolution de cette mesure dans les prochains jours. Passons maintenant au Niger. Depuis Niamey, la radio-télévision du Niger, la RTN, diffuse ses journaux télévisés en langue nationale. Le 11 juin 2026, le journal en langue tubu est mis en ligne. C'est notre deuxième sujet. Le tubu, aussi appelé toubou, est la langue d'une communauté du nord et de l'est du Niger, présente également au Tchad et en Libye. Diffuser un journal télévisé en tubu, c'est dire à cette communauté: vous existez, vous comptez, l'État vous parle dans votre langue. C'est un acte politique autant que culturel. Dans un Niger qui revendique sa souveraineté, parler aux Toubous dans leur langue, c'est affirmer que la nation nigérienne n'est pas une copie de la France. C'est une réalité africaine plurielle et assumée. Sous un angle souverain, cette politique linguistique de la RTN tranche avec des décennies de centralisation francophone imposée par l'héritage colonial. La radio et la télévision africaine en langue nationale, c'est la décolonisation effective des esprits.
La RTN ne s'arrête pas là. Le 12 juin 2026, c'est le journal en langue Hausa qui est diffusé. Le Hausa est la langue la plus parlée du Niger et l'une des grandes langues de l'Afrique de l'Ouest parlée par des dizaines de millions de personnes. Le Hausa traverse les frontières coloniales. Nigeria, Niger, Ghana, Cameroun, Soudan. Un journal télévisé en Hausa depuis Niamey, c'est aussi un signal panafricain. La RTN parle à une audience qui dépasse les frontières héritées de Berlin. Et le 11 juin, c'est également le journal en langue Tagdal qui est mis en ligne. Le Tagdal est la langue des Touaregs Keltamachèques du Niger, une communauté nomade sahélienne dont la voix résonne dans les espaces les plus reculés du Sahara. 3 journaux télévisés, 3 langues. Tubu, Osa, Tagdal, 3 communautés du Niger qui reçoivent l'information dans leur propre langue par leur propre télévision nationale. C'est ce que signifie gouverner pour son peuple. Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, au Sénégal, au Cameroun, en RDC, en Algérie, à Paris, à Londres, à New York, à Kingston, ce que fait la RTN Niger n'est pas anodin, c'est un modèle pour toute l'Afrique. Combien de chaînes publiques africaines diffusent encore exclusivement en français, en anglais ou en portugais, les langues des anciens colonisateurs, alors que des millions de citoyens ne les parlent pas couramment? Le Niger souverain répond à cette question par l'action, et cela mérite d'être salué, pas comme une faveur accordée par le pouvoir, mais comme un droit fondamental exercé par un peuple qui se réapproprie ses moyens d'expression. Voilà pour les journaux de la RTN Niger. Nous vous mettons les liens en description pour que vous puissiez les regarder directement. Maintenant, un autre journal de la RTN, en Tagdal cette fois, du 11 juin. Le JT Tagdal du 11 juin complète ce triptyque linguistique de la RTN. Le Tagdal, langue des communautés keltamachèques, est aussi un pont vers les populations nomades du Sahara nigérien, souvent les plus difficiles à atteindre par l'information officielle. Au-delà des chiffres et des communiqués, c'est cette image qui restera. Un Niger qui choisit de parler à tous ses enfants dans toutes leurs langues. C'est la souveraineté culturelle en acte. Et maintenant, une dernière histoire avant notre clôture. Restons dans la dynamique AES, mais élargissons le regard. Ce que nous observons aujourd'hui au Mali avec la mesure moto, au Niger avec les journaux en langue nationale, s'inscrit dans une même dynamique, des gouvernements de transition qui prennent des décisions souveraines pour leur peuple sans demander la permission à Paris ou à Bruxelles. Pendant des décennies, les décisions sécuritaires et culturelles en Afrique de l'Ouest ont été conditionnées par des partenaires extérieurs. La France en tête avec ses accords de défense, ses bases militaires, ses opérations Barkhane et Serval et ses médias qui définissaient ce qui était légitime ou non. Cette ère est révolue dans les pays de l'AES et ce n'est pas sans difficulté. Les défis sécuritaires sont réels, les groupes terroristes continuent leurs attaques, les ressources sont limitées. Mais la direction est claire, l'Afrique pour les Africains. Et c'est là, mes frères, que la lecture occidentale dérape systématiquement. Elle confond la difficulté d'une transition avec son échec. Gouverner en souveraineté dans un contexte de guerre et de pauvreté structurelle n'est pas un échec, c'est un défi historique. Les peuples du Mali, du Burkina et du Niger méritent le temps de construire leurs états souverains. Et ils méritent des médias comme Pan African Time qui racontent cette construction avec honnêteté sans condescendance. L'uranium nigérien alimente des centrales électriques en France pendant que des villages du Niger restent sans électricité. L'or malien et burkinabé est extrait par des multinationales pour des royalties dérisoires. Cette réalité-là, elle ne disparaît pas avec les transitions, mais les transitions en sont la réponse. La lutte de l'AES contre le terrorisme, contre l'exploitation néocoloniale pour la souveraineté culturelle, c'est une seule et même lutte. Et elle appartient à toute l'Afrique, pas seulement au Sahel. Pour finir, retenons les 2 images fortes de ce bulletin. Au Mali, une mesure sécuritaire qui teste la capacité de l'État à gouverner uniformément en temps de guerre. Au Niger, 3 langues nationales qui affirment que l'État appartient à tous ses enfants. Mes frères et sœurs du continent et de la diaspora, la question que nous vous laissons ce soir. Comment les États africains peuvent-ils mieux accompagner leur population rurale dans les mesures sécuritaires, sans perdre ni leur confiance ni leur soutien? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez ce bulletin avec vos proches sur le continent et dans la diaspora et retrouvez-nous demain pour un nouveau bulletin de Pan African Time. Pan African Time, parce que l'Afrique mérite une presse à sa hauteur. À demain.